Aujourd'hui, je me suis installé à la BNF, la Bibliothèque nationale de France, et je vais vous donner des nouvelles de la Mongolie. Car les ressources naturelles du sous-sol de ce pays se révèlent d'une très grande richesse. Leur exploitation bouleverse l'économie de la Mongolie et lui donne un poids stratégique à l'échelle régionale, voire même mondiale. Mais les relations avec le voisin chinois sont complexes. Il y a le poids de l'histoire, il y a la proximité géographique et bien sûr l'influence économique de la Chine. Alors regardons donc aujourd'hui quelques cartes de la Mongolie. La Mongolie est en Asie orientale. Ses voisins sont la Russie au nord, la Chine au sud. C'est donc un pays enclavé d'1 560 000 km². On y distingue trois chaînes montagneuses, les monts Altaï à l'ouest, les monts Khangai au centre et les monts Khanty au nord-est, et au sud s'étend le désert de Gobi. La Mongolie ne compte que 3 millions d'habitants. C'est le pays le moins densément peuplé au monde, avec environ 2 habitants au kilomètre carré. La densité est plus élevée autour des principales villes, Erdenet, Darkhan et surtout Ulaanbaatar, la capitale, qui est passée de moins de 100 000 habitants en 1950 à près de 1 400 000 en 2014. À l'origine, les Mongols sont un peuple d'éleveurs nomades, car le climat et l'altitude rendent l'exploitation de terres agricoles difficile. Aujourd'hui, environ un tiers de la population serait toujours nomade ou semi-nomade. L'ethnie majoritaire, les Khalkha, représente plus de 80% de la population et 90% des Mongols parlent le Khalkha, qui est la langue officielle. Durant la période soviétique, l'alphabet mongol traditionnel a été remplacé par l'alphabet cyrillique et aujourd'hui, les deux alphabets sont utilisés. L'influence soviétique a aussi marqué le fait religieux dans le pays. 36% de la population se déclare sans religion et 55% des Mongols sont bouddhistes. Le peuple mongol est également unifié autour d'une histoire commune. La grande période de l'histoire mongole, c'est le XIIIe siècle. En 1206, Gengis Khan unifie les tribus nomades et fonde le premier État mongol. Et à sa mort, en 1227, il laisse un empire qui s'étend de l'actuel Pékin à la mer Caspienne. Ses successeurs étendent l'empire jusqu'à la Méditerranée et l'Europe orientale. Et à son apogée, vers 1280, l'empire mongol couvre l'ensemble de l'Eurasie. Ce sera le plus grand empire de l'histoire. La deuxième période clé de l'histoire mongole, c'est la domination chinoise. Voici l'empire Qing en 1820 à son extension maximale. Les Qing, dernière dynastie impériale chinoise, sont d'origine mandchoue. La Mongolie est alors séparée en deux divisions administratives différentes, la Mongolie extérieure et la Mongolie intérieure. Et cette division va perdurer après la fin du système impérial en 1912. Et puis, troisième période clé de l'histoire mongole, c'est la période soviétique. Voici maintenant la Mongolie en 1930. C'est une république populaire depuis 1924, soit 2 ans après la naissance de l'Union soviétique, et elle va rester un État indépendant, satellite de l'URSS, pendant 7 décennies. Les Mongols de Mongolie intérieure ont quant à eux reconnu la République de Chine. La Mongolie intérieure est alors divisée en plusieurs provinces chinoises. Et en 1990, les Mongols de Mongolie rejettent la tutelle soviétique et organisent les premières élections libres. Et en 1992, une nouvelle constitution instaure une démocratie parlementaire. Devenue aujourd'hui une démocratie stable, une économie de marché, la Mongolie est toujours enclavée entre les deux géants. Et elle subit toujours leur influence économique et non plus politique. Et d'ailleurs surtout celle de la Chine, qui est aujourd'hui son premier fournisseur, juste devant la Russie, et surtout son premier client. Elle est destinataire de 87% des exportations mongoles en 2014, essentiellement des produits miniers. Car les ressources du sous-sol mongol sont immenses. Vous voyez ici les 15 gisements miniers d'importance stratégique identifiés par le gouvernement mongol. Le cuivre, le charbon, l'or, dans une moindre mesure le fer, le zinc, le molybdène, ils représentent la quasi-totalité des exportations mongoles, avec 89% du total exporté. 2 gisements géants se trouvent dans le désert de Gobi.
D'une part, Oyu Tolgoi, c'est-à-dire colline turquoise, qui est l'une des plus grandes mines de cuivre et d'or du monde à ciel ouvert et souterraine, et d'autre part, la mine de Tavan Tolgoi, ce qui veut dire 5 collines, qui est l'une des plus grandes mines de charbon du monde à ciel ouvert. L'État mongol est propriétaire de ces immenses ressources minières, mais pour les exploiter, de grands projets d'infrastructures sont nécessaires et l'État ne peut pas les financer seul. Donc il a fait appel à des investissements étrangers. Oyu Tolgoi est détenu par une co-entreprise entre le gouvernement mongol et un groupe détenu majoritairement par Rio Tinto, un grand groupe minier australien. Vous voyez ici le site sur une photo satellite. L'exploitation a débuté en 2013, mais seuls 20% du gisement sont entrés en production. Un contrat a été signé en 2015 pour l'aménagement souterrain. Au total, 12 milliards de dollars sont investis dans cette mine, soit l'équivalent du PIB mongol. Concernant Tavan Tolgoi, où l'exploitation n'a pas commencé, un accord prévoit la création d'un consortium entre Mongolian Mining Corporation, le japonais Sumitomo et Shanhua Energy, le premier producteur chinois de charbon. Situé près de la frontière chinoise, ce gisement intéresse Pékin car le charbon à coque de haute qualité qu'il contient est utilisé dans la sidérurgie et la Chine est le premier producteur mondial d'acier. Sauf que l'accord a été bloqué au printemps 2015 par le Parlement mongol. Alors pourquoi ? Parce que les Mongols craignent que la Chine ne devienne à la fois acheteur et producteur des ressources mongoles. Pour limiter les investissements chinois, une loi visant à plafonner les investissements étrangers dans les secteurs stratégiques a été adoptée en 2012. Mais elle a été très mal perçue par les Occidentaux. Résultat, les investissements directs étrangers se sont effondrés, passant de 4,5 milliards de dollars en 2012 à même pas 1 milliard en 2014. Et le tarissement des flux d'IDE a contribué au ralentissement de la croissance économique du pays. Vous le voyez sur cette courbe montrant l'évolution du PIB depuis 1991. Alors, outre la baisse des IDE, deux autres facteurs expliquent ce ralentissement. La baisse des cours des matières premières depuis 2013 et le ralentissement de la croissance chinoise. Alors si la Mongolie n'est pas en capacité de réduire sa dépendance au secteur minier, du moins dans un avenir proche, elle peut potentiellement réduire sa dépendance à l'égard de l'économie chinoise en diversifiant ses exportations de minerais. Très bien, mais comment faire ? Alors que les deux mines géantes se trouvent à proximité de la frontière chinoise, que la Mongolie ne compte qu'une seule grande voie ferrée, le Transmongol, construit à l'époque soviétique, et que le pays, enclavé, dépend toujours de la Chine et de la Russie pour accéder aux océans et aux grandes routes de commerce international. C'est pourquoi en 2010, les autorités mongoles ont adopté un projet de développement ferroviaire, la route de la steppe, qui a pour but de relier les grands gisements miniers du sud de la Mongolie au Transmongol et au réseau du Transsibérien au nord-est du pays. Il devait offrir de nouvelles voies d'exportation pour les minerais mongols via les ports de l'extrême-orient russe vers la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis. Mais il n'a pas été mis en œuvre en raison de son coût et de sa rentabilité potentielle dans un contexte de chute des cours des matières premières. Aujourd'hui, le projet de route de la steppe revient pourtant sur le devant de la scène, car en septembre 2014, les présidents chinois, russes et mongols ont décidé de construire conjointement un couloir économique reliant leurs trois pays. Et en juillet 2015, une feuille de route a été officiellement adoptée. On retrouve d'ailleurs ce corridor Chine-Mongolie-Russie dans le plan d'action officiel de la nouvelle route de la soie, dévoilé en 2015 par les autorités chinoises. Alors qu'en est-il exactement sur le terrain ? La construction d'une autoroute de 990 km entre Zamin Oud, Ulaanbaatar et Altan Bulag a commencé au printemps 2015. Elle devrait durer 3 ans. Côté chinois, dans la région autonome de Mongolie intérieure, Erenhot est l'une des zones pilotes du projet. Située sur le Transmongol, en face de Zamin Oud, c'est le point de passage le plus important entre la Mongolie et la Chine. Il représente 70% du commerce entre les deux pays.
La première phase d'implantation d'une zone de coopération économique transfrontalière a débuté en août 2015. Elle devrait notamment favoriser une meilleure interconnectivité du trafic, car il existe toujours une différence d'écartement entre les voies ferrées de Mongolie et celles de Chine. Les essieux des wagons doivent donc être changés à chaque passage de frontière. Alors quel peut être l'avenir de la Mongolie à l'ombre du voisin chinois? La Mongolie constitue l'une des dernières zones frontières en matière minière où des découvertes de gisements majeurs, relativement faciles à exploiter, sont encore possibles. Mais la question qui se pose, c'est comment contrôler les entreprises étrangères, chinoises notamment, et faire en sorte que les bénéfices de l'exploitation puissent être partagés. Car il y a là le risque de suivre le mauvais modèle du Nigeria ou du Venezuela, où les revenus des matières premières ont fait exploser la corruption et creuser les inégalités. Alors vous pouvez lire ou relire L'Empire des steppes, Attila, Gengis Khan, Tamerlan, de René Grousset chez Payot. C'est un grand classique des sciences humaines consacré aux nomades turco-mongols et le bouquin retrace presque 3 millénaires d'histoire de la steppe asiatique.